Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Luc, je suis très content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Tu es au Maroc, nous sommes juste après ce tremblement de terre, une semaine après. Et je suis très content de faire ce podcast avec toi. Et pour mieux comprendre la situation aujourd'hui là-bas, et deux, de partager sur le réseau d'Expérientiel, justement, les besoins et les actions que tu mets en place et le soutien que tu as besoin venant du monde extérieur. Donc voilà. Comment vas-tu? C'est ma première question, et non seulement comment vas-tu toi, mais aussi ta famille et les villageois de ton village. Salut François, très content de faire ce podcast avec toi. Et puis effectivement, si ça peut relayer et aider les gens du village ici, ça serait super. Alors comment je vais? Euh, je suis quand même sur calmant parce qu'Afida et moi, on sursaute à chaque bruit bizarre. Donc on est encore un petit peu dans le stress. Notre petite fille Leïla, qui a 9 ans, a du mal à rester ici dans la maison, donc on l'a envoyée dans la belle famille pour un peu jouer avec des filles et se changer les idées. Et notre garçon de 14 ans, Hicham, a la truelle en main et aide mon beau-père, l'oncle de Afida et un ami suisse, Christian, qui est arrivé hier soir, qui se sont mis au travail au niveau de notre maison, puisque comme tu le sais, notre maison, qui est une construction traditionnelle en terre et en pierre, est aussi une maison d'hôte. C'est une grosse maison. C'est la seule maison du village traditionnel qui est encore entièrement debout. Dans notre village, la trentaine d'autres maisons du centre du village, je ne parle pas des hameaux, sont au minimum à moitié détruites, et les gens vivent sous des abris de fortune, des nattes, des plastiques dans les champs autour de leur maison. Donc la situation dans le village ici, disons que l'aide alimentaire arrive, ça c'est pas de problème. Il y a très peu de blessés, donc il n'y a pas de besoin de ce point de vue-là. Par contre, il manque de tentes, et puis surtout les gens déjà sont sinistrés. D'une part, ils peuvent pas rentrer chez eux, ils savent pas où ranger ils n'ont pas perdu nécessairement tous leurs meubles et toutes leurs affaires, mais ils savent pas où les ranger pour les abriter d'une pluie qui pourrait survenir. C'est le début de la saison qui serait dramatique. Et puis ils peuvent plus travailler, donc déjà ils avaient pas de sous de côté, mais ils peuvent même pas recommencer un quelconque emploi parce qu'ils sont tenus de rester pour bénéficier de l'aide alimentaire qui arrive tous les jours. Donc il faut qu'ils se ruent vers les camions pour avoir leur part. Et puis pour être là quand je ne sais quel responsable d'administration viendra faire je ne sais quoi pour faire avancer leur dossier d'indemnisation. Donc là, c'est la problématique supplémentaire. Et puis ils ont pas de sous pour l'instant, pas de perspective pour pouvoir reconstruire, sachant qu'en fait, après avoir visité une 25 maisons environ, et longuement questionné les propriétaires de ces maisons au travers de ma femme Afida, qui est du village, donc elle connaît tout le monde, l'impression qu'on a, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que l'urgence est de se construire un abri, c'est-à-dire 2 chambres
avec une cuisine pour mettre la famille à l'abri avant la première pluie. Et c'est ça l'urgence pour les gens. Alors, quand tu parles de première pluie, d'habitude, ces pluies arrivent quand? Bah là, c'est avec l'automne, ça peut commencer, ça peut survenir n'importe quand et d'une année à l'autre, il y a vraiment pas de régularité, ni d'époque, ni au niveau de l'époque, ni au niveau de la fréquence, ni au niveau de l'intensité. Il est arrivé certaines années où les pluies étaient très fortes, ça durait une semaine, 2 semaines, et là, ça mettait à plat des maisons, ça rendait les routes impraticables, et ça emportait des gens. Donc ça, les gens ont l'habitude de ces, de ces situations très dramatiques quand il y a des pluies importantes, intenses et longues. Le séisme est quelque chose de nouveau qui a été vécu. Et donc beaucoup de gens ne veulent même plus, on va dire les trois quarts des gens ne veulent plus regagner leur maison, trop peur d'une secousse d'abord, mais aussi des pluies qui arriveraient et qui mettraient à bas ce qui reste de la maison. Et ils veulent reconstruire dans des endroits qui sont moins exposés aux éboulements de la montagne, puisqu'on est dans une haute vallée, comme par exemple sur des champs dont ils auraient la propriété, et repartir de zéro, d'une construction très simple en fait. Quel est l'état d'esprit de la population actuellement? Est-ce que les gens sont sous le choc? Est-ce qu'ils sont anéantis par rapport à ce qu'ils viennent de vivre? Ou est-ce qu'ils regardent un peu le futur, mais pas forcément avec beaucoup d'espoir? Comment ça se passe? Il ne faut pas oublier que la mentalité ici, c'est de vivre au jour le jour. Donc il y a un certain fatalisme aussi, c'est Dieu qui l'a voulu. Euh, et les gens sont plutôt effectivement dans l'attente. C'est ce qu'on ressent partout, dans l'attente d'une aide, surtout d'une aide. Bon, le roi a annoncé il y a 2 jours qu'il y aurait une indemnisation assez importante en argent, plus une indemnisation toujours financière, mais valable pour la reconstruction, mais sous certaines conditions de reconstruction. Donc, ce qui laisse les gens sceptiques aussi, parce qu'ils se disent oui, mais quand et quelles seront ces conditions? Est-ce que ça va bien arriver jusqu'ici? Euh, donc, les gens attendent, ils sont dans le doute aussi. Et ils savent pas quoi faire. Il y a rien à faire. Ils doivent subir la situation et arranger du mieux qu'ils peuvent leur abri de fortune. Parce qu'une pluie peut survenir la semaine prochaine, quoi. Donc ils essayent avec les moyens du bord, euh, d'aménager leur situation précaire, on va dire ça comme ça. Ok. Euh, Tu m'as dit que les gens avaient besoin de retrouver de l'espoir. Je sais que toi, tu es plutôt quelqu'un qui va dans l'action. Quelles sont les actions qui se mettent en place et qui ont besoin d'être mises en place? Alors, ce qui existe déjà, donc, c'est de l'aide alimentaire essentiellement, ainsi que la fourniture de couvertures, de matelas. Donc, tout ça arrive, soit que c'est organisé par l'État, ou plus exactement chaque province, soit que c'est organisé par des associations marocaines plus ou moins importantes. Il y a énormément aussi d'initiatives personnelles de Marocains ou d'expatriés qui remplissent leurs coffres, leurs camionnettes et qui amènent des choses sur place. Bon. Au-delà de ça, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, l'aide promise par le roi de 2 types d'indemnisation financière, mais dont on ne sait pas quand elles auront lieu. Il y avait en plus dans le message du roi l'annonce de la mise en place d'infrastructures temporaires pour abriter les gens de façon décente, donc avec des toilettes, etc. Bon, là aussi, on reste sceptique de la rapidité avec laquelle tout ça pourrait être mis en place, alors qu'on parle de 50 000 habitations touchées sur je ne sais pas combien de centaines de villages. Les autres axes, en fait, c'est les 2 axes sur lesquels moi j'ai décidé de travailler, parce que j'ai vu que c'est, non, 3 axes en fait, parce que j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas du tout pris en charge. Un, c'est la distribution d'une petite somme d'argent qui équivaut à un demi-SMIC, en sachant qu'ils ont de toute façon reçu de la nourriture,
qui leur permettent, par exemple, d'acheter une recharge de téléphone et de rester en contact avec leur famille, par exemple, ou de pouvoir se déplacer, de prendre un transport et d'aller remplir un papier à l'administration, par exemple. Ensuite, deuxième axe que j'ai mis en place, c'est de remettre un chèque en deux fois. La plupart du temps, c'est deux fois 1 000 euros. 2 000 euros permettant de faire cette construction de 2 pièces et une cuisine pour abriter une famille. Donc 2 000 euros, on va dire, sort de la précarité une famille. Et troisième axe que j'ai mis en place et qui a été réalisé hier, c'est faire visiter par un architecte et un ingénieur en bâtiment spécialisé en séisme, faire un audit des bâtiments pour savoir qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui doit être abattu rapidement et qu'est-ce qui peut être reconstruit. Voilà, c'est les trois axes d'action que j'ai mis en place, on va dire, dès le troisième jour, dès que j'ai repris mes esprits, parce que c'était impossible de ne pas les aider. Je veux dire, bon, moi je suis ma maison est fortement touchée, on est touché aussi psychologiquement. Mais après, quand tu vas visiter les gens, tu te rends compte on se rend compte de la chance énorme qu'on a eue. Et donc, je vois pas d'autre choix que de les aider. Bon, il y a une partie du village qui sont des membres de la famille de la FIDA, mais il y en a d'autres qui n'ont rien à voir avec la famille de ma femme. Donc, mais tout le monde est traité de façon égalitaire. Alors, comment se passe justement le financement de ces actions? Eh bien donc, moi j'ai réactivé, si tu veux, une ou deux pages Facebook. Il y a la mienne, hein, Luc Trom, facile à trouver. Et puis il y en a une autre qui s'appelle Action Mentaga, Mentaga, qui est une page en fait qui relatait une première action solidaire que j'avais faite pour le village il y a 3 ans. On avait mis en place une petite école maternelle avec une institutrice gratuite pour les enfants très jeunes. Donc j'ai réactivé ces deux pages-là et puis j'ai utilisé tous mes réseaux pour demander de l'aide. Ensuite, j'ai des bons contacts avec la plupart des membres du conseil d'administration de l'association Respire, qui est la première association des professionnels du tourisme en France, qui ont rapidement considéré qu'ils devaient m'aider, et mon initiative a été soutenue à 100% par le conseil d'administration, et ce qui m'a fait chaud au cœur. Et donc le Respire en fait intervient à deux niveaux. D'abord, ils font toute une série de communications au travers de leurs réseaux sociaux et de leurs contacts, qui soutiennent mon action, qui relayent mon action. Et deuxième aide qui est apportée, c'est la possibilité d'utiliser leur cagnotte pour me permettre à moi, pour permettre à ceux qui sont contactés par eux, hein, par leurs réseaux sociaux, de verser des dons. Ou bien moi je peux aussi utiliser le lien de leur cagnotte pour permettre aux gens qui me connaissent moins ou qui trouvent ça bizarre de me verser de l'argent sur le compte de mon frère en Belgique, de pouvoir verser sur cette cagnotte. Donc voilà ce qui est concrètement fait. Je n'ai pas attendu de collecter l'argent, donc je me suis engagé sur mon fonds personnel à financer 25 familles, parce qu'il y avait urgence de leur remettre de l'argent et de leur redonner de l'espoir. Et je pense que l'argent est ici vraiment le nerf de la guerre. Alors, tu as besoin de combien? J'avais chiffré à plus ou moins 35 000 euros, enfin euros, c'est-à-dire ça c'est ma target pour aider, disons, 25 familles, sachant qu'il y avait des indemnisations qui pouvaient être moindres que les 2 000 euros, qui pouvaient être 1 000 euros pour des habitations moins endommagées, hein, encore à moitié utilisables. Et je me suis rendu compte les derniers jours, en fait, que voilà, il faudrait plus, en fait. Parce on a visité des maisons en plus, il y a des dégâts supplémentaires avec les répliques, ont fait apparaître quand même certaines nouvelles fissures.
Et ça, ça ne couvre que, on va dire, le centre de mon village. Ça ne couvre même pas les hameaux. J'ai reçu pas mal de demandes de gens là-bas. Et Luc, est-ce que vous pouvez venir aussi visiter ma maison? Donc, ça me fend le cœur de devoir dire non parce qu'il faut que j'ai correctement ceux envers qui je me suis engagé. Je ne peux pas me disperser. J'ai aussi 2 autres villages où j'ai des gens que je connais très bien qui sont en plus l'équivalent de chefs de village, qui sont des gens de totale confiance et d'une grande intégrité, à qui que je voudrais aussi aider en dupliquant ce que je fais ici dans le village, mais je n'ai pas encore les moyens de le faire. Il faudrait peut-être que je reçoive le soutien de l'une ou l'autre fondation ou de société, enfin des dons plus importants pour y parvenir, mais ça serait rapidement faisable. D'accord. Euh, Aujourd'hui, la transparence est un élément important. Tout le monde se sent concerné par ce qui vient de se passer au Maroc. Euh, Au point de vue transparence, quelle action tu mets en place justement pour bien montrer que l'argent qui est donné est utilisé à bon escient et a un réel impact sur les populations de ton village? Oui, donc il faut bien comprendre que, et ça c'est le suivi logique de ce que je viens de dire. Il faut bien comprendre que ma femme et moi, enfin surtout ma femme, connaît personnellement tous les villageois. Donc elle sait ceux qui sont aisés et qui n'ont pas besoin de cette aide, et puis elle sait ceux qui ont besoin d'une aide. Deuxièmement, donc on ne donne que la moitié du montant. Et j'irai me rendre sur place tout en faisant des photos pour mettre sur mes pages Facebook. J'irai sur place pour remettre le deuxième chèque après m'être assuré que les travaux sont bien effectifs. Ensuite, ben, je fais quelques photos ou quelques vidéos quand il y a des gens qui viennent ici retirer leur chèque. Il y en a déjà 2 qui sont publiés sur ma page Facebook. Ensuite, ben, tout de même, je suis passé plusieurs fois à la télé et à la radio belge. Euh, donc c'est grâce à mon ami qui est consul belge à Agadir qui a transmis mon nom à la RTBF notamment. Et la télévision belge est venue tout de même sur place bon, ils ont passé 3 heures ici en interview à la fois de ma maison d'hôte et puis je les ai aidés à rencontrer des gens dans le village. Euh, et l'émission peut être visionnable sur OVIO, et c'est le JT 19h30 donc d'avant-hier. Bon, tout ça, je pense, témoigne d'une certaine crédibilité. Le fait que le conseil d'administration de Respire permette pour la première fois à quelqu'un d'utiliser leur association pour obtenir un soutien à une telle action solidaire, je pense, est aussi un signe de confiance. Et un des membres du conseil d'administration, d'ailleurs, va venir sur place la fin de semaine prochaine pour remettre les fonds et je pourrai lui faire visiter le village et il pourra tout à fait témoigner du fait que des gens ont reçu de l'argent. Je ne prends rien pour moi, j'ai de bonnes économies, j'ai de quoi affronter plusieurs catastrophes. Donc moi j'ai pas besoin d'argent, j'ai juste besoin de main d'œuvre. Mais par contre ces gens n'ont vraiment aucun sou de côté et l'argent sera forcément bien utilisé. Hein. On veille aussi à remettre les chèques et l'argent aux mères, aux femmes qui sont meilleurs gestionnaires, si vous voulez, que les hommes. Alors, le Maroc vit beaucoup du tourisme. Euh, la haute saison approche. Est-ce qu'il y a aussi un impact sur ce sujet-là? Et est-ce que peut-être que le message, justement, c'est par rapport à la situation et la saison qui arrive, de ne pas changer de destination si on avait prévu d'aller au Maroc cet hiver? Et justement, c'est un moyen aussi de soutenir le pays et sa population. Est-ce que tu me rejoins là-dessus ou Ah ben, comment tout ça se à fait, passe pour François. toi? Tout à fait, François. Tu as tout bien compris. Et c'est tout à fait ça. J'ai d'ailleurs participé à un webinaire organisé par le collectif des réceptifs ou agences locales Together il y a 2 jours.
justement pour rassurer les agences de voyage, et surtout leur donner des idées de comment intervenir auprès de leur clientèle pour qu'il y ait le moins d'annulations possible. Personnellement, je n'en ai eu qu'une. Tous les autres circuits sont maintenus. Il suffit juste d'avoir un bon discours. Alors, on ne peut pas empêcher évidemment des gens d'avoir peur, c'est humain, c'est logique. Peur de quoi? De deux choses, et je puis ressentir. Peur d'abord voilà, d'arriver là maintenant et qui est une réplique. Et puis deuxièmement, c'est peut-être d'être mal à l'aise et de gêner une population qui est endeuillée et qui souffre, et donc de juger que c'est pas opportun de se rendre dans le pays. Donc effectivement, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Ici, le tourisme représente quand même, avec l'agriculture, le plus gros employeur, et en tout cas dans l'économie informelle, je pense que c'est très significatif. Donc on a déjà souffert de 3 années d'impact des actions de l'État islamique, qui ont diminué les revenus de l'ordre de 70%. Puis on a souffert peu de temps après de 3 années d'impact de Covid, qui ont mis les revenus à moins 100%, donc à zéro. Et là, on viendrait encore mettre une couche sur le séisme, on viendrait encore remettre une couche de désastre économique. Alors, c'est vraiment pas rendre service aux gens. Les gens ont clairement besoin de gagner des sous pour faire face à tout ça. Et de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que la zone sinistrée est très ciblée sur le Haut Atlas, entre Marrakech et Taroudant, donc qui est la ville au nord de laquelle je vis, à 30 km au nord, en pleine montagne. Et donc, seule une route qui est un peu touristique est impactée, mais la route touristique habituelle qui va de Marrakech vers Ouarzazate et les deux déserts est tout à fait praticable. Et on sait qu'à Marrakech, tout comme dans le sud, dans la vallée du Dra, etc., toutes les infrastructures sont opérationnelles et ont été que peu impactées. Même les sites à visiter le sont. Il y en a peut-être juste un en plein milieu du Haut Atlas qui n'est plus. Donc, la sécurité est là, l'accessibilité est là, les structures sont, en fait, d'un point de vue tourisme, pratiquement rien n'a changé à 95%. Donc, il faut venir et donc, oui, plus que jamais, ou en tout cas ne pas annuler ces projets. Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage très touchant. J'ai eu la chance, moi, il y a de nombreuses années, d'aller au Maroc, et j'ai été touché par la gentillesse et l'hospitalité des Marocains. J'ai eu la chance de pouvoir me balader dans différents endroits, et pas seulement les endroits les plus touristiques. Et vraiment, à chaque fois, il y a une gentillesse, un sens de l'hospitalité qui est vraiment touchant. Et c'est un beau pays, c'est un beau peuple, et j'espère que cette interview va pouvoir t'aider, mais ainsi aussi, comment dire, aider les populations de ton village et des villages aux alentours, et de permettre au Maroc de rebondir après cet événement qu'ils viennent de vivre. Et peut-être que leur chance, justement, c'est d'avoir cet état d'esprit de fatalité et de vivre au jour le jour. Peut-être que c'est eux qui ont raison, et il y a peut-être une leçon pour nous aussi à apprendre, que ça ne sert pas toujours à grand-chose de se projeter dans les 10 années à venir, et qu'il faut peut-être mieux vivre au jour le jour et reconstruire s'il y a besoin, et rebondir et redevenir plus robuste, quoi. Donc, merci beaucoup, Luc. Merci François, merci vraiment. Ouais. Quant à toi, écoute, je sais que émotionnellement, ayant vécu le tsunami aux Maldives, c'est quelque chose de pas facile. Et, et donc voilà, sache que, je veux dire, si tu as envie d'exprimer des frustrations, de la tristesse, des peurs ou quoi que ce soit, eh bien, tu as mon numéro. C'est justement ce que je voulais dire, le dernier mot, je voulais justement utiliser ce mot-là, frustration. Ma frustration, c'est de ne pouvoir
m'occuper que d'un seul village. Mais je me dis que bon, 25 ou 30 familles, entre 100 et 200 personnes, je me dis que c'est déjà pas mal. Mais le petit Luctrom, malheureusement, ne peut pas grand-chose de plus avec l'énergie dont il dispose et les moyens dont il dispose. Et c'est ça qui me frustre, en fait. Oui, mais c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, Luc. Oui, mais ici, les oueds sont à sec, François. Oui, oui. Bien. Bon, c'était un Écoute, petit touche d'humour pour se redonner du ouais. moral. C'est vrai parce que d'habitude nos échanges sont plutôt sur l'humour, mais là vraiment le sujet est vraiment sérieux, donc et pas seulement sérieux, je veux dire, il est émotionnellement comment dire perturbant, surtout pour Ouais. toi qui vis ça sur place, et donc je peux comprendre que on a envie de rire, mais c'est pas forcément la première chose qui vient dans Ouais. des moments comme ceux-ci. Mais en tout cas, Écoute, j'aurais envie de dire à tes auditeurs, mais qui relayent un max tes podcasts, parce que tu sais bien combien l'intérêt des gens est éphémère. Et puis voilà, la catastrophe en Libye, il va vite éclipser le Maroc, et puis Dieu sait quel autre va suivre. Et voilà, il faut agir vite et fort. Et donc, plus chaque auditeur relayera ce podcast, plus on fera du bien ici autour de nous. exactement. Et puis soyons solidaires. Si nous n'avons pas les moyens financiers, ne serait-ce que juste de partager ce podcast, etc., c'est déjà Exactement. participer. Oui, tout à Et fait. donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Toute petite action. action sont les Ouais, bienvenues. ouais, ouais, il n'y a pas de petite action. Ouais. Voilà. Grand merci Merci beaucoup, François. Luc. Bon dimanche. Bon dimanche. Ciao. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.